Bonjour à tous, bienvenue à ce troisième live sur le non-verbal. Aujourd'hui, le sujet qui sera la séduction et en lien avec le langage corporel, donc langage corporel et séduction. Avant d'entamer le vif du sujet, je vais vous présenter mon acolyte, mon directeur technique, François Latulippe. Salut Frank. Salut, ça va bien? Oui, toi? Oui, grosse émission aujourd'hui. Oui, ça devrait être... on s'en est parlé quelques minutes avant de débuter. Là. Oui, ça devrait être un bon programme. D'essayer de pas trop étirer parce qu'il y a du stock. Super. Je vais être là pour te transmettre les questions du public. Super. Salut Vicky. Donc, François va transmettre les questions. Salut Chantal. Puis, n'oubliez pas que si vous voulez participer à la discussion, François peut aussi vous intégrer dans la discussion pour poser une question, comme vous pouvez la poser anonyme. Dans le fond, vous pouvez la poser directement dans le chat ou la poser à François de manière plus anonyme. Puis, là, je ne sais pas si on voit les sous-titres comme d'habitude, mais si vous voyez les sous-titres, il y a une option en bas de l'écran à droite qui est marquée CC. Vous cliquez là-dessus, puis les sous-titres étranges disparaîtront. Sur ce, donc, pour entrer dans le vif du sujet, le sujet d'aujourd'hui qui est le langage corporel en lien avec la séduction. En fait, il y a beaucoup de choses à dire. Avant même d'entamer les trucs qui sont très, très, très concrets, ce que je vais dire, c'est que la séduction, d'abord et avant tout, c'est pas uniquement amoureux, sexuel ou sensuel. La séduction, le charisme fait partie de la séduction. Donc, on peut très bien séduire un client, être séduit par quelqu'un qui nous veut comme client. Donc, dans les relations commerciales et même amicales, il y a de la séduction aussi. Mais on va tenter de se centrer un petit peu plus sur le truc amoureux, tout en touchant quand même aux trucs qui sont plus les relations commerciales. Donc, ça va satisfaire un peu tout le monde. Mais je sais que ce qui est le plus croustillant, c'est plutôt en lien avec la séduction amoureuse, sexuelle, sensuelle. Donc, on va vraiment toucher à ça. Donc, je vais juste répéter la dernière fois pour les gens qui viennent juste de se connecter. Ceux qui voient des sous-titres, vous avez une petite option en bas à droite où c'est marqué CC. Vous cliquez là-dessus, les sous-titres étranges disparaîtront comme par magie. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, quels sont les indices corporels qui peuvent nous permettre d'attester qu'il y a de la séduction, en fait, que l'autre est séduit ou que l'on séduit l'autre? D'abord, un des premiers indices qui est relié à la séduction, c'est se jouer dans les cheveux. On en entend souvent parler. On entend beaucoup de mythes là-dessus. Il y a des trucs qui sont vrais, des trucs qui sont faux. Il faut démystifier ça. Assurément, on ne pourra pas parler de tout ce qui existe en synergologie par rapport aux cheveux parce que ça fait l'objet d'un module de plus de 2 heures. Donc, on va seulement nommer les trucs qui sont reliés à la séduction. Puis, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas tant ce qui est fait avec les cheveux que la direction dans laquelle on apporte la mèche de cheveux. Évidemment, moi, je vais mimer parce que j'ai pas beaucoup de matière pour vous faire des démonstrations. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand une personne, pour pas dire une femme, parce que les hommes aussi peuvent se jouer dans les cheveux en passant, c'est pas typiquement féminin, bien que les femmes aient plus souvent les cheveux longs. Donc, François les cheveux longs, François peut très bien faire le truc avec ses cheveux. Donc, quand on apporte une mèche de cheveux qui est vers l'interlocuteur, donc vers l'avant, mais à gauche, pas à droite, parce que c'est différent, donc vraiment en avant à gauche, en diagonale, si on veut, ça représente un désir lascif de communication. Lascif, là, la lascivité, c'est pas un mot qui est super populaire. Donc, la lascivité, ce que ça veut dire, c'est que c'est en lien avec la sensualité, voire sexualité. Donc, c'est un désir de communiquer, de flirter, finalement. C'est vraiment ça. C'est un désir lascif de communication. C'est un désir de flirt concret dans la discussion. Tout ça, c'est inconscient. Hein? C'est pas la personne ne se dit pas ça dans sa tête. Là. Sauf qu'à ce moment-là, il y a un fort risque que cette personne-là soit dans cet état-là. Une autre direction qui est intéressante, c'est toujours vers la gauche, mais vers l'arrière cette fois-ci. On pourrait penser que c'est négatif. C'est effectivement lié à la fuite. Cependant, ce qui est super intéressant, c'est que la personne, l'interlocuteur qui fait ça, ça met une mèche de cheveux vers l'arrière à gauche. Ça veut dire qu'il désire fuir l'environnement, mais avec vous. Donc, c'est très, très, très positif. Si on pourrait transformer ça en une phrase, là, ce serait vraiment le moment où quelqu'un pense ou dit est-ce que ça te tente d'aller prendre un verre ailleurs? C'est typiquement ce moment-là. Donc, c'est extrêmement positif. Il faut faire attention en arrière à gauche, puis en avant à gauche, pas à droite. Qu'est-ce qu'on pourrait, ensuite, avant même de changer d'indice, plus l'interlocuteur est charmé, plus qu'il se joue dans les cheveux, plus vous allez voir la paume de sa main qui est
dirigée vers vous, donc qui est ouverte, c'est vraiment visible. Donc, plutôt comme ça que comme ça. Qui représente un petit peu plus la protection, même s'il y a des nuances d'interprétation. Donc, c'est sûr que là, s'il y a un mouvement dans les cheveux qui est fait en avant à gauche ou en avant arrière, plus on voit la paume, plus plein d'autres indices qu'on va nommer, ça commence à être très, très, très évident, du moins intéressant. Il y a aussi ce qu'on appelle des micro-caresses. Les micro-caresses, on peut en faire sur soi, c'est-à-dire que je peux me flatter tranquillement une partie du corps, souvent les bras, mais je peux aussi flatter, caresser un objet. Donc, si je caresse un objet, ça aussi qui fait l'état d'un module très, très complet, qu'on ne fera pas au complet aujourd'hui, mais quand je caresse un objet, ce qui est super important de comprendre, c'est que est-ce que je caresse l'objet ou je fais un truc avec l'objet, dont on parle des micro-caresses, on ne parlera pas de tous les mouvements. Donc, l'objet, est-ce que je le caresse à l'intérieur du berceau des bras? Mais le berceau des bras, là, c'est communément appelé notre bulle. Vous savez, notre bulle n'est pas censée être 20 pieds de circonférence. Tu sais, c'est censé être les bras. Ça, c'est notre bulle intime. Donc, quand je flatte un objet comme ça, je caresse un objet qui est à l'intérieur du berceau des bras, ça veut tout simplement dire que moi, je me rassure. Moi, j'ai besoin de me réconforter, des trucs comme ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes dans une date ou même dans un party de Noël, puis l'individu caresse son objet, qui est souvent, très souvent, quelque chose à boire, là, bouteille d'eau, bière, coupe de vin, tasse de café, peu importe. Quand on caresse quelque chose en dehors de ça, c'est qu'en fait, on fait métaphoriquement ce qu'on voudrait faire avec la personne, mais avec l'objet. C'est-à-dire que si je caresse mon objet, il y a vraiment un désir de... Là, ça veut pas dire que la personne, encore une fois, c'est inconscient, la personne ne se dit pas « j'ai envie de caresser l'autre ». Mais il y a vraiment un désir de rapprochement émotionnel, relationnel, si on veut. Donc, il peut y avoir de la sensualité à ce moment-là. C'est sûr que si vous êtes en aversion avec quelqu'un, vous êtes un protagoniste, vous avez de l'adversité, une confrontation, jamais de la vie vous allez flatter un objet en dehors de votre berceau de bras. On peut parler ensuite de se mordiller la lèvre inférieure qui est reliée à la pulsion, pulsion qui est souvent sexuelle, de nature sexuelle. Faut faire attention parce qu'il y a des travaux en synergologie qui sont en cours de développement qui démontrent que c'est pas uniquement toujours de la pulsion sexuelle. Il peut même avoir de l'agressivité des fois là-dedans. Mais quand vous voyez que le contexte s'y prête, il y a vraiment souvent de la pulsion là-dedans. On peut parler d'un truc qui est un peu plus compliqué à remarquer pour les gens qui sont pas formés en synergologie. C'est lorsque l'on présente le côté gauche de son visage. En fait, là, à ce moment-là, vous voyez mon oreille gauche. Ça, c'est le truc le plus facile pour repérer ça. Donc, on dit qu'il s'agit d'un axe rotatif gauche parce que je vous démontre ma partie gauche du visage. Ce que je fais à ce moment-là, c'est que je capte l'information par mon œil gauche, œil, narine, oreille, mais particulièrement l'œil, qui lui est branché à mon hémisphère droit, mon hémisphère cérébral droit, qui lui est relié à l'émotion, la relation, tous ces trucs. Ça, ce que ça veut dire, c'est que quand quelqu'un vous regarde avec la partie gauche de son visage, finalement, quand vous voyez l'oreille gauche de votre interlocuteur, c'est que la relation, pour lui, à ce moment-là, prime sur l'information. Donc, peu importe ce que vous dites, il est en train un peu de boire vos paroles, puis il n'y a pas d'esprit critique. Donc, ça va vraiment super bien. Ça se fait lors de tout contexte parce que à l'intérieur d'une même minute, on change très, très, très fréquemment d'axe rotatif. Donc, il ne faut pas se dire parce que la personne a un axe rotatif droit, c'est négatif. C'est pas ça du tout. C'est juste que si elle est en axe rotatif gauche, vous voyez son oreille gauche, ça va bien à ce moment-là. C'est tout ce qu'il faut dire. Pour ceux qui ont assisté au dernier webinaire, on a parlé de la différence entre le vrai et le faux sourire. Rappelez-vous, le vrai sourire implique la zone des yeux aussi, donc pas seulement la bouche. Lui, c'est un sourire qui reste plus longtemps. On reviendra pas trop là-dessus parce qu'on a fait un webinaire entier là-dessus, mais c'est sûr que si vous voyez des vrais sourires à l'intérieur d'une first date, dans un rendez-vous amoureux, un rendez-vous galant, ben c'est sûr que c'est extrêmement positif. On peut pas besoin d'être synergologue pour déceler ça. Par contre, de distinguer un vrai d'un faux sourire, d'un sourire qu'on appelle social, c'est super important. On remarque aussi que l'individu qui bascule sa tête vers la gauche, ça aussi, c'est plutôt complexe. Il faut le voir en formation. C'est pas parce que je vous dis ça aujourd'hui que vous pouvez appliquer ça dès demain. Mais ça fait quand même un peu partie de la séduction parce que avoir une bascule latérale de la tête,
À gauche, ça signifie la détente. Ça veut dire qu'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de stress. Donc, ça va vraiment bien, l'individu est détendu. Donc, c'est un peu ce qu'on veut dans une date. Quoique, ça peut très bien aller avec votre interlocuteur dans une date, puis que la personne se sente stressée parce qu'elle est malaisée ou elle est gênée ou intimidée. Donc, c'est pas négatif d'avoir la tête qui penche d'un autre côté ou d'autres trucs. C'est juste que quand elle est détendue, ben, c'est quand même ce qu'on cherche. On peut parler sévèrement de la position sur la chaise, c'est-à-dire que quand vous êtes intéressé par un sujet ou votre interlocuteur, vous allez avoir tendance à avoir le buste vers l'avant. Donc, vous allez vous rapprocher de votre interlocuteur. Ça démontre un intérêt. Il faut faire attention, ni à droite, ni à gauche, c'est vraiment au centre. Donc, quand la personne est devant vous, puis qu'elle est avancée sur son dossier de chaise, puis que c'est vraiment au centre, c'est que ça démontre vraiment un intérêt. Même chose pour vous. J'ai de nombreuses anecdotes là-dessus, mais c'est facile à voir dans la séduction. On peut parler aussi de la voix. La voix, ça aussi, ça fait état d'un module complet qui dure. Je vois Dave Cameron qui écrit « J'étais à l'œil, Manuel. » Salut Dave. J'ai pas le temps de saluer tout le monde. On verra. Je répondrai à la fin aux questions. Donc, la voix, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ben, rapidement, c'est que la voix peut être souple ou tendue. Évidemment, je peux pas trop extrapoler là-dessus parce que ça prend vraiment une formation, mais qu'est-ce qu'une voix tendue? Ben, en fait, vous avez seulement à penser aux Russes, par exemple, les langues qui sont gutturales, qui sont secs, qui nous apparaissent brutales, comme le russe, l'allemand, où il y a beaucoup de consonnes. Avoir des consonnes, ça fait des sons secs. Ça casse les paroles à l'intérieur d'un même mot et entre les mots et entre les phrases. Donc, tout est sec. C'est pour ça que ça nous apparaît une langue qui est froide. Contrairement, par exemple, à l'anglais, qui est un peu une langue tellement souple qu'on dirait que les gens parlent sous l'eau, donc ça coule de source. Ça, c'est par rapport aux langues, mais dans une même langue, on peut avoir moins de coupures, si on veut, entre les mots et les voyelles et les consonnes. Donc, quand il y a un ton qui est plus mélodieux, si on veut, plus mielleux, plus souple, finalement, et moins tendu, ben ça fait partie de la séduction. C'est-à-dire que si vous entendez, vous percevez de la tension à l'intérieur de la voix, c'est pas forcément un bon signe. Surtout pas en situation de séduction. On peut aussi noter ce qu'on appelle des interventions de fatigue. Je sais que c'est un mot un peu étrange là, que personne n'est habitué d'entendre. Qu'est-ce qu'une intervention fatigue? C'est-à-dire que c'est le mode verbal qui embarque, mais où on dit pas grand-chose quand on dit quelque chose. C'est souvent des sons ou de très petits mots. C'est-à-dire, si vous êtes dans une date puis que l'autre personne vous fait des trucs comme ah ouais, ouais, hein, ben, tout ça, c'est des interventions de fatigue. Ça sert à créer du bien. Ça sert à démontrer à l'autre qu'on est en accord avec, qu'on sympathise, qu'on commence quasiment à s'identifier, à fusionner ensemble avec ses propos. Donc, l'intervention de fatigue en contexte de séduction, il y en a vraiment beaucoup. De même que le ton mielleux, ça va un peu ensemble. On peut aussi amener quelques micro-démangeaisons. Il y en a qui sont intéressantes. Il y en a une qui est typiquement liée à l'arc de Cupidon. L'arc de Cupidon, c'est ce qui se situe dans la zone juste en haut de la bouche, entre la moustache et la bouche, en fait. Puis c'est pas tout ça ici, c'est vraiment juste le petit creux de la lèvre, ce qui fait un cœur, c'est vraiment juste là. Donc, entre la moustache et la bouche, ça, c'est lié à la sensualité. Très positif. Une autre micro-démangeaison qui est extrêmement concrète, que celle-là, je pense que vous allez l'adorer, c'est la micro-démangeaison de la malléole interne gauche. Bon, là, je suis désolé, j'ai nommé le terme anatomique pour être plus exact. Qu'est-ce que la malléole interne gauche? Il s'agit tout simplement de la cheville. Au niveau de la cheville, on a deux boules, si on veut. Donc, on a une boule à l'intérieur et une boule à l'extérieur. Il s'agit de la boule à l'intérieur du pied gauche, de la cheville gauche. Quand on gratte cet endroit-là, l'intérieur de la cheville gauche, c'est un désir de rapprochement physique. Ça, c'est extrêmement concret, puis c'est hallucinant comment c'est précis, puis ça fonctionne bien. Les rares fois où on le voit, c'est très parlant. Là, c'est sûr que je sais que c'est pas un truc qu'on voit tous les jours, c'est pas tout le monde que vous allez fixer dans un restaurant sur une first date ou qui va se gratter la cheville, mais quand même, vous le savez. C'est positif.
On parle aussi de la tête et l'épaule qui se rejoignent. Puis là, je parle d'un mouvement qui est fait très rapidement. On voit ça, c'est plus typiquement féminin. Pas que ça n'existe pas chez les hommes, j'en ai déjà vu, mais c'est très typiquement féminin. On parle d'un mouvement qui est rapide, là, puis c'est dur à faire artificiellement, là, mais c'est un petit peu comme ça. Puis souvent, il y a un sourire là, qui accompagne ça. C'est pas juste la tête et l'épaule qui se rejoignent, mais quand la tête et l'épaule se rejoignent rapidement, avec un beau sourire, ça fait partie de la coquetterie, de la séduction. D'ailleurs, si vous voulez lire un bon livre là-dessus, je peux vous recommander un livre qui a été écrit par le docteur Turchet, qui est le créateur de la synébiologie. Le livre s'appelle « Les codes inconscients de la séduction ». C'est sûr que c'est un livre qui date quand même de 2004. Donc, il y a beaucoup de notions qui ont été revues depuis. Ça a été augmenté, amélioré. Mais il y a quand même beaucoup de notions super intéressantes. Il y en a dont j'ai parlé aujourd'hui. Puis, il y en a d'autres, des supplémentaires. Donc, c'est un très bon livre, super divertissant. On peut parler aussi de la fameuse bouche ouverte par rapport à la bouche fermée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que dans la vie, ce qu'on fait très souvent en interaction, c'est couper la parole à autrui. Nom de Dieu qu'on le fait souvent, ça n'a aucun sens. Je vous dirais que moi, je suis quelqu'un de super intéressé à m'améliorer côté communication interpersonnelle. Je voue ma vie à l'analyse de ça et à l'amélioration de ça pour pouvoir l'enseigner ensuite. Puis, je suis quelqu'un qui est super à l'affût de ça, de ces trucs-là. Je sais de quoi je parle quand même, c'est mon sujet d'expertise, humblement, là, sans vouloir avoir l'air prétentieux. Mais même moi, qui est tout de même un être discret, qui est plus porté vers l'écoute que vers la parole, je passe quand même la moitié de ma vie à couper les gens. Donc, c'est hallucinant. C'est juste pour vous faire réaliser à quel point les gens coupent souvent la parole des autres. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui est moindrement extraverti, qui a vraiment un besoin de parler, qui est plus grand que le mien. C'est incroyable à quel point tout le monde se coupe la parole dans la vie. Bon, donc ça, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça, c'est plutôt un conseil qu'une analyse, là, parce que ça, tout le monde le fait des dizaines, voire des centaines de fois par jour. C'est incroyable. Mais en contexte de séduction, c'est sûr que si vous posez une question ouverte à votre date, puis la personne commence à élaborer une réponse, une belle réponse, puis elle est en plein développement, puis elle a encore la bouche ouverte, puis vous allez lui poser une autre question ou apporter quelque chose d'autre, puis une intervention pratique qui est « Ah ouais, bon, ça c'est intéressant, c'est correct ». Mais si c'est pour couper, pour prendre une autre direction, poser une question, c'est très négatif. Il y a personne au monde qui aime ça se faire couper la parole quand il est en train de développer, même si on a l'impression que la personne, on pense qu'elle avait fini, mais si elle a la bouche ouverte, donc avoir la bouche ouverte, ça signifie qu'il y a d'autres choses à rajouter. On touche pas à ça, on laisse ça, on laisse la personne développer en contexte de séduction. Si je peux vous faire une analogie, là, qu'est-ce que ça fait se faire couper la parole? Là? C'est un peu comme un coup de pelle d'en face. C'est vraiment ça l'effet que ça fait. Imaginez, là, vous êtes en train de parler de vous parce qu'on vous le demande, puis là, boum, on veut plus rien savoir. Sinon, je peux faire une autre analogie avec un coït interrompu. C'est à peu près le même truc. Ou une douche froide. C'est un peu tous le même truc, mais ça n'a rien de positif. Faites pas ça, s'il vous plaît. Ou du moins, essayez. Faites pas le faire, parce que c'est impossible de pas le faire. J'ai envie de vous parler d'un truc qui s'appelle la proxémie. Là, je vais avoir besoin d'un cobaye. Je ne sais pas si ma cobaye est disponible. Est-ce que... Oh oui, elle s'en vient. Elle s'en vient, ma cobaye, je l'avais là. Tu peux venir, Martine? Donc, Martine, ma conjointe, on va dire bonjour. Bonjour, Martine. On va parler de proxémie. Qu'est-ce que c'est la proxémie? En fait, on parle de la distance physique entre les gens. On va pas voir tout le concept au complet. C'est super simple pour vrai. Même s'il y a un anthropologue du nom de Edward T. Hall, pour les gens qui s'intéressent vraiment, qui a voué des années d'études à ça, il est arrivé à des conclusions qui sont vraiment simples, en fait. C'est qu'il a catégorisé 4 bulles de distance différentes qui représentent 4 proximités relationnelles différentes. On va parler des 2 plus importantes. En fait, la première qui est la distance intime. La distance qui est intime, c'est la distance qui est réservée aux gens qui sont très intimes. Donc, conjoint, enfant, parents, il n'y a personne d'autre qui rentre là. Ou votre first date, si on veut. Là, on parle de 20 pouces et moins. Donc, si on est face à face, ça représente ça, là. Et vous n'allez pas jouer là-dedans avec une relation d'enfant. Ça, c'est 20 pouces et moins. Là, on est dans le 20 pouces. On peut se rapprocher, évidemment, jusqu'à se toucher. Mais dès qu'on arrive dans cette frontière-là, c'est très, très, très intime. Violer cet espace-là
sans avoir de gros signaux, si on veut, qui sont très, très, très évidents. C'est vu comme une agression totale. La personne peut se protéger, peut reculer. Vous voyez de quoi on parle un peu. Ensuite, on a l'autre sphère, un peu l'autre distance qui nous intéresse, c'est la distance d'un bras. Donc, c'est tout ce qui se situe entre celle qu'on vient de voir, 20 pouces, et 4 pieds, donc un petit peu plus qu'un bras. Ça, c'est la distance qu'on appelle amicale. Donc, ça, c'est réservé aux amis, à la convivialité. Tu sais, quand ça commence à aller bien aussi avec une relation d'affaires, on peut être là, être dans une zone amicale. Il n'y a pas de problème là. On peut facilement aller serrer la main tout en ne violant pas nécessairement l'espace de l'autre. Quoique la troisième bulle, dont on ne parlera pas trop, est plutôt une distance entre deux bras où on peut aller serrer la main, qui ça est une distance purement professionnelle. Ça, c'est ce qu'on va voir dans les réseautages de compagnie. Mais quand ça va bien, on commence à se rapprocher. Donc, je vais pas retenir Martine plus longtemps parce qu'elle a du travail à faire. Puis, je pense pas qu'elle aime être sous le projecteur. Merci, Martine. Donc, ça amène la notion de proxémie qui est super importante. Puis, ce que j'aime dans cette notion-là, c'est que la distance entre les individus, en fait, représente la distance ou la proximité relationnelle. C'est aussi simple que ça, dans des mots là, simples. Là. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand vous allez vous sentir près d'un individu, plus vous allez ressentir une distance, pas une distance, mais une proximité émotionnelle ou relationnelle, plus vos corps vont avoir tendance à se rapprocher seuls, sans que vous y pensiez. À l'inverse, quand vos corps se rapprochent sans que vous y pensiez, vous ressentez également une proximité relationnelle ou émotionnelle qui est plus grande. Donc, les deux vont ensemble. Donc, c'est assez intéressant de regarder ça. Pourquoi je vous dis ça? Je ne veux pas vous donner de conseils là-dessus, juste pour que vous portiez attention à un peu au point qui va suivre, c'est le toucher. Qu'est-ce qu'on peut dire du toucher? Ben, pas grand-chose. C'est que quelqu'un qui touche à quelqu'un d'autre physiquement, c'est qu'il y a vraiment une grande aisance avec cette personne-là. Avec elle et avec l'autre. Donc, le toucher égale l'aisance. Vous n'allez jamais de la vie toucher à un individu si vous avez une aversion envers cette personne-là. Il faut vraiment être à l'aise pour toucher à quelqu'un. Ça peut être amical, c'est pas nécessairement de la séduction, mais quand il y a un toucher, puis que les gens se connaissent pas trop, il y a souvent du flirt là-dedans. Puis, ça m'amène aussi à vous parler de l'échelle relationnelle en affaires. Qu'est-ce que l'échelle relationnelle en affaires? En fait, c'est très difficile de... Tu sais, ça, c'est un concept qui est super vague, super flou, dont tout le monde va comprendre quand on va en parler. Puis il faut comprendre que c'est pas des limites qui sont claires entre les mots qu'on utilise. En fait, pardon, je présente ça ici. Donc, c'est très, très, très simple. L'échelle relationnelle en affaires, dans le fond, ce dont on veut parler, c'est la relation, quel mot détermine à peu près la relation qui est en cours avec un individu quand on est en affaires. Donc, évidemment, ça, c'est des mots. Vous savez que des mots, là, c'est un consensus collectif entre une communauté dans une certaine langue pour comprendre qu'un mot signifie un concept que tout le monde va comprendre. Mais l'interprétation de chaque mot, pour chaque individu, est différente. Il y a des nuances entre les personnes. C'est pas, si je dis chaleureux, c'est différent pour moi de quelqu'un d'autre. On sait à peu près tous où on s'en va, mais c'est différent. C'est pour ça que c'est impossible de mettre des frontières claires entre ces mots-là. Mais je trouvais ça quand même important d'apporter ces notions-là. Donc, en affaires, on remarque en bas de l'échelle, ça fait un petit peu comme un thermomètre, là. En bas de l'échelle, vous ne voulez pas, avec un client, jamais de la vie, avoir une relation qui est désagréable. Donc, ça, là, je dirais même qu'on peut biffer ça. Personne au monde veut ça. Vous ne ferez pas des affaires avec personne si vous êtes désagréable et que l'autre est désagréable. Vous ne voulez pas non plus qu'elle soit froide, parce que là, c'est légèrement au-dessus de désagréable. Neutre. Une relation d'affaires qui est neutre, c'est un peu ordinaire. Je pense qu'on peut rayer ça. Pour ma part, tiède, ça fait un peu le pont entre la compréhension et la neutralité. Moi, une relation d'affaires qui est tiède, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je pense que je ne suis pas seul. Le spot, le sweet spot en affaires, vous voulez être dans une relation de compréhension. Ce que vous voulez, de toute façon, dans tout type de relation, que ce soit personnel ou professionnel, c'est que vous allez comprendre et l'autre se faire comprendre. Donc, une relation de compréhension en affaires, comme au professionnel, c'est là où on va. Mais en affaires, c'est définitivement là où on va. Manuel, C'est ça? excuse-moi,
Peut-être que c'est à cause de ton pad que tu mets proche de ton micro, mais on n'entendait plus ta voix dans les dernières 30 secondes. Est-ce qu'on l'entendait suffisamment pas pour que je recommence le bout? Oui, recommence quand tu as parlé le sweet spot. OK, parfait. Donc, je vais faire attention à ça. Dans le fond, le sweet spot, c'est le niveau de compréhension. Finalement, la relation en affaires que vous voulez vraiment avoir, c'est la compréhension. Pourquoi? Parce que. Encore? Oui. Il faut que tu restes là, je pense. OK. Ben, c'est bizarre parce que mon micro est sur moi. Ouais. Je vais quand même vérifier les connexions. Quand sont là. Mais de toute façon, c'est pas si important que ça. Là. Donc, ça va, là? OK, je commence. Donc, la relation, le mot pour la relation, le sweet spot en affaires est en fait la compréhension. Pourquoi la compréhension? Parce que peu importe en affaires ou du point de vue personnel, ce que vous voulez dans la vie, c'est vous faire comprendre. Et l'autre veut la même chose que vous. Tous les individus de la planète veulent se faire comprendre. C'est ce à quoi aspirent tous les êtres humains pour créer une relation. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'en affaires, la relation où les deux se comprennent, les deux personnes se comprennent, vous voulez être là, c'est le sweet spot pour faire des affaires. Vous pouvez monter d'une coche dans la chaleur, si on veut, pour arriver à l'identification. Donc, une relation qui est d'identification, c'est en fait qu'on s'identifie au propos ou à la situation de l'autre. Ça peut être très bien quand même, il n'y a pas de problème là. Donc, c'est très correct. Convivial, ben là, convivial, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. C'est quand on a du plaisir à être ensemble, puis on déconne un peu, on fait des blagues, ça va bien. Pas de problème là. Vous pouvez très bien faire des affaires dans une atmosphère conviviale. Là où ça devient glissant, c'est lorsque ça devient chaleureux. Spécialement quand là, je veux pas dire hommes et femmes, là, parce que je veux dire, on parlera pas de l'orientation sexuelle, mais quand les deux personnes ont la même orientation sexuelle, puis que la conversation ou l'atmosphère devient chaleureuse et que c'est dans une situation d'affaires, ben là, ça commence à être glissant parce que, vous le savez, hein, insérer un peu les émotions, puis les relations amoureuses dans le milieu des affaires, c'est pas la meilleure des idées, donc ça peut devenir glissant rapidement. Tu sais, vous pouvez perdre des contrats avec ça. Donc, personne ne veut vraiment être là. Là, ça devient de plus en plus, très chaleureux. C'est quand ça devient vraiment très chaleureux. Puis là, de toute façon, vous avez tous les items que je vous ai nommés tantôt, les indices, vont avec quand il y a une proximité physique qui est rendue vraiment grande, puis là, on est rendu à se toucher, on est rendu dans le très chaleureux. Là. Puis de séduction, j'ai pas vraiment besoin de vous dire que ça, c'est le fun dans la vie de la séduction. Là. Tout le monde veut ça, mais personne ne veut ça en affaires. Non, c'est pas une bonne idée. Faites vos affaires, puis faites de la séduction après. Il y a des temps pour ça. Et ça, je veux dire, je suis pas en train de vous dire quoi faire non plus. Je voulais juste que ce soit clair que le sweet spot, c'est vraiment la compréhension. Puis quand on est trop froid ou trop chaud, finalement, dans son attitude verbale et non verbale, c'est de plus en plus problématique quand on s'éloigne de ce sweet spot. La dernière chose que je voulais apporter avant d'arriver dans votre période de questions, qui sera finalement votre live, c'est finalement, il y a des gens des fois qui me demandent ouais, mais je suis pas sûr, Manuel, peux-tu me dire si une personne tripe sur moi, un œil sur moi, ou comment je fais pour savoir si quelqu'un vraiment est séduit par moi? Tu sais, là, des fois, les gens me parlent, je leur dis, moi, si je ne suis pas là, je peux pas vraiment en attester. Donc, ce serait prétentieux de ma part de dire oui, la personne a un œil sur toi ou non. C'est pas le cas. Mais dites-vous une chose, là, quelqu'un qui se cherche des excuses pour vous parler, pour vous aborder régulièrement, là, qu'il y a des prétextes bidons, là, c'est des raisons qui semblent pas vraiment importantes pour vous parler directement. Souvent, les gens bypassent un peu les supérieurs ou les... dites-vous une chose, là, c'est une évidence, là, il y a de la séduction là-dedans. Bon, c'est pas très compliqué. Là, si vous accumulez tout ce que je vous ai dit là, vous en ajoutez quelques-uns, en plus la personne se cherche des excuses un peu pour vous parler, vous avez votre réponse un peu. Sur ce, François, je vais y aller avec les questions, mais avant d'arriver aux nouvelles questions, j'ai reçu 3 questions quand j'ai affiché le webinaire, puis je voulais y répondre. Il y avait Vicky Despréteurs qui m'a posé 2 questions. Quel est le signal le plus fort pour détecter que l'autre essaie de nous séduire? En fait, le plus fort, il n'y a pas de plus fort et de moins fort. C'était une super belle question, Vicky, mais c'est difficile de répondre à ça parce que chaque petit geste qu'on a nommé aujourd'hui et d'autres ont leur importance, puis tout dépend du concept, du contexte, pardon. Mais un geste que j'aime vraiment beaucoup,
pour pas nécessairement la séduction, mais l'intérêt, c'est la position sur la chaise qui est à l'avant, au centre. Ça, on parle d'intérêt, là, donc ça va vraiment bien. Puis là, ben, vous comprenez, ben, tu comprendras, Vicky, qu'avec tout ce qu'on a nommé, si tu as pris des notes, de toute façon, le webinaire est en rediffusion. Je pense que tes réponses vont être claires là-dessus. Mais à dire qu'il y en a un plus fort qu'un autre, c'est difficile à émettre. Deuxième question, est-ce plus difficile de tomber amoureux si on essaie de regarder tous ces signes? Définitivement, une excellente question. J'ai déjà dit dans un live ultérieur que c'est sûr que être en mode analyse pour regarder tous ces signaux-là, ben ça coupe la relation parce que pendant que vous faites ça, vous êtes dans votre cerveau en train de traiter des données. Puis il y a des signaux qui paraissent pour l'autre, comme notamment les clignements d'yeux qui ont un nombre inférieur à la moyenne par minute. Souvent, on cligne plus des yeux parce qu'on est dans notre tête. Il y a plusieurs signaux comme ça qui sont envoyés à l'autre. Là, ça lui dit que vous êtes plus là. Donc, ça nuit finalement à la relation de séduction. Regardez tous ces signaux-là. Si je peux apporter un point positif, c'est que quand on s'y forme correctement, si vous venez à mes formations, ben, il y a des démarches pédagogiques qui vous aident à justement passer à travers cette phase-là d'analyse automatique, mais justement forcée, pour que ça devienne un jour très, très, très naturel, une seconde nature. Moi, c'est le cas chez moi. Moi, je passe plus par l'analyse consciente. Ça se fait tellement rapidement que j'ai pas besoin de me concentrer sur des trucs. Je peux mettre un boost, si je veux, un boost d'attention, mais même sans mettre ce boost-là, je vois quand même plein de trucs. Donc oui, Vicky, c'est sûr que si vous lisez un livre là-dessus et vous appliquez ça de manière un peu artificielle dans votre date, c'est vraiment pas une bonne idée. À ce moment-là, allez-y avec votre feeling jusqu'à ce que vous soyez suffisamment formé pour pouvoir le faire de manière naturelle. J'espère que ça a répondu à ta question, Vicky. J'avais une troisième question, une troisième et dernière question d'une personne qui voulait rester anonyme, qui me demandait une personne qui n'était pas dans un contexte de date, qui était l'ami de la personne, qui flattait le bras de la dite personne. Donc, finalement, un interlocuteur, on n'est pas en contexte de first date avec, puis la personne nous flatte l'intérieur de l'avant-bras. Ben là, j'aurais envie de répondre que intérieur de l'avant-bras ou pas, quand la personne nous flatte, le signal est flagrant. On parlait tantôt de caresser un objet à l'extérieur du berceau des bras qui représente ce qu'on voudrait faire avec l'autre, mais là, la personne vous caresse carrément. Donc, ça, c'est un signal extrêmement clair qu'il y a de la séduction dans l'air. Écoutez, on peut pas le dire à 100%, mais 99,9, admettons, pas mal sûr que je théorise qu'il y a de la séduction là, parce qu'on peut très bien, par exemple, consoler quelqu'un sans nécessairement lui caresser une partie du corps. Donc, pour moi, il y a de la séduction là-dedans, c'est clair et net. Sur ça, François, je te laisse, je ne sais pas s'il y a eu des questions. J'imagine qu'il y en a des millions. Est-ce que tu vois, toi, François, c'est qui? Parce que moi, je vois LinkedIn User. Je n'entends pas, François. Je ne vois pas c'est qui par ici. OK, ben, c'est pas grave. Est-ce que les signes sont les mêmes dans un contexte perso que pro, client séduit par le produit-service? Bonne question. Très bonne question à laquelle je peux malheureusement pas répondre parce que il faudrait qu'on revoie chacun des indices que je vous ai nommés tantôt. Il y a des indices qui sont purement dans la séduction qui est amoureuse, sensuelle, émotionnelle, sexuelle. Puis il y a des indices qui vont à plusieurs places. Pour en nommer quelques-uns, par exemple, si on parle de la position d'intérêt sur la chaise, ça, c'est dans un contexte pro et perso, ça, c'est pas juste lié à... Sinon, quelques trucs qui sont reliés dans un contexte pro comme perso, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait le fait de se pencher la tête à gauche, le vrai sourire. On comprend que c'est pas uniquement lié dans la séduction sexuelle ou sensuelle. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? On pourrait avoir, de quoi on a parlé tantôt? La proximité, de la proximité entre les personnes. On peut avoir ça dans un contexte de séduction qui n'est pas nécessairement personnel, mais qui peut être professionnel. Donc, c'est ça. Je peux malheureusement pas passer tout ça en revue, mais la réponse rapide, c'est qu'il y a des signaux qui font partie de la séduction personnelle et professionnelle, et d'autres qui sont exclusivement vus en séduction personnelle. Gabriel Côté, pour la période de questions. Salut, Gabriel. J'ai pris un cours en vente, un cours de vente dans le passé. On m'a enseigné d'être à un angle de 45 degrés pour vendre à un homme, mais directement en face pour une femme. Qu'est-ce que je pense sur ça? C'est très commun comme enseignement.
c'est très typique, c'est très, j'ai envie de dire dépassé. Puis je le vois même dans des livres actuellement. Moi, je dirais que c'est faux parce que ça dépend d'un millier de choses, un beau millier de choses. Parfois, c'est vrai, parfois, c'est faux. Il faut vraiment s'adapter. Puis il faut noter une chose, c'est que c'est la raison pour laquelle moi, j'enseigne pas aux gens quoi faire. J'enseigne, oui, des techniques de questionnement, mais moi, dans mes formations, ce que j'enseigne aux gens, c'est comment décoder l'autre pour mieux le comprendre, puis comment apporter, à partir de ce qu'on voit, une meilleure communication pour satisfaire les besoins de la personne. Donc, finalement, on pose des meilleures questions par rapport à ce qu'on voit. Mais jamais de la vie, moi, j'enseigne aux gens à me tenir à un angle de 42 degrés et demi, puis avoir la tête penchée à 12 degrés et quart, puis un coude à 6 pouces. Jamais de la vie, vous allez m'entendre dire ça. Qu'un synagogue compétent ne devrait pas vous dire ça non plus, parce que ça, c'est du comportementalisme. Puis encore une fois, quand tu es en train de penser à comment tu te places, tu n'es pas avec l'autre. Ça, l'autre le perçoit. C'est une des pires choses à faire. Donc, moi, je te dirais, laisse ton corps aller. Ton corps va immédiatement se positionner. C'est ton attitude mentale qu'il faut que tu changes, pas ton corps. C'est-à-dire que si tu as vraiment envie de comprendre, de satisfaire ton client, tout va se mettre en œuvre. Ton body language va refléter ton état mental. Mais en aucun cas, c'est bénéfique de faire des trucs qui sont artificiels comme ça. Ou du moins, le bénéfice est tellement mince pour le risque de scraper une relation que moi, je te dirais, écoute pas ça. Mais bon, ça, je veux pas non plus défaire ce que d'autres disent. Ça, c'est mon opinion à moi. Que j'assume. Salut Marc. La direction du regard est-elle plus importante que la direction des pieds? Puis en passant, on a fait un post en début de semaine sur hier, dans le fond, sur la direction du regard. Puis finalement, c'est pas ce dont je voulais parler aujourd'hui, mais ça a comme été mélangé parce que ça pourrait faire l'objet d'un webinaire, ça, en entier. Mais bon, est-ce que la direction du regard est plus importante que la direction des pieds? Oui, définitivement. Le regard, évidemment, Marc s'est inscrit aux formations Synergo que je vais voir bientôt dans mes classes pour discuter de ça. Marc, on va avoir un gros module qui dure 2 heures sur la direction du regard, puis ce que ça signifie. Évidemment, je peux pas vulgariser ça, simplifier ça, simplifier ça ici en 1 minute, mais définitivement, il y a beaucoup plus d'informations riches que dans le regard, la direction oculaire, que dans la position des pieds. La position des pieds, là, moi, je regarde même pas ça tellement c'est pas anodin, mais c'est un indice qui est tellement faible par rapport aux autres. Là, on parle de la direction du regard. La direction du regard, les yeux, là, c'est la seule partie du cerveau qui est visible de l'extérieur. Parce que quand mes yeux bougent, c'est qu'il y a un traitement mental qui est associé. Peu importe là, que j'aille dans mon passé, mon futur, les émotions, la cognition, j'ai un traitement cognitif qui se passe, conscient ou pas, quand mes yeux se promènent. Sauf quand je regarde, par exemple, une auto passée, là, c'est vraiment de la prise d'information, mais quand même, c'est un traitement cognitif. Donc, les yeux, il y a beaucoup de trucs à aller chercher, là. Donc, oui, c'est le plus important, là. Salut, Amélie. Axe rotatif droit, axé sur l'information. Oui, absolument. Tu as raison. Tantôt, on disait quand on voit l'oreille gauche de l'interlocuteur, donc quand il vous présente le côté gauche de son visage, la phrase courte, c'est que la relation prime sur l'information à ce moment-là. Quand, à l'inverse, c'est l'oreille droite qu'on voit, c'est que l'information prime sur la relation à ce moment-là. C'est-à-dire que l'individu qui vous présente son côté droit du visage, lui, est en train de traiter l'information que vous lui apportez. Il y a un esprit critique. C'est pas négatif du tout, là. C'est pas forcément négatif. Ça veut seulement dire qu'il traite l'information. Puis il ne voit pas nécessairement vos paroles. Donc, c'est juste de comprendre que à gauche, l'oreille gauche, ça va vraiment bien. À droite, ça va pas nécessairement mal. C'est juste que la personne prend le temps de considérer les données qui lui arrivent. Bonne question, Amélie. Lynn, bonjour, Lynn. Demande, le body language parle en premier ou pas? Toujours. Ben, en fait, je sais pas exactement ce que tu veux dire là-dessus, Lynn. Je sais pas si tu veux préciser pendant que j'élabore un peu. Mais le body language prime surtout. Le corps va toujours refléter la manière dont vous vous sentez dedans. Le corps, c'est la vérité. Vous ne pourrez jamais de la vie cacher aux autres la manière dont vous vous sentez. Vous pouvez tenter de colmater des brèches, mais il y a d'autres choses qui vont sortir ailleurs. Votre corps vraiment manifeste la manière dont vous vous sentez ou le traitement de vos pensées ou vos émotions, mais l'état général est reflété par votre corps, tandis que l'utilisation du verbe, donc le mode verbal, peut faire mentir, peut avoir une intention de perversion, peut omettre des informations. Donc, la vérité n'est pas nécessairement dans le verbal, mais elle est toujours dans le non-verbal. Évidemment, il faut apprendre à décoder ça, mais
le but, c'est de faire le lien entre les deux. Il n'y a pas uniquement le body language quand on veut détecter le mensonge, qui, en passant, est le sujet qui sera traité lors du dernier live, qui est le prochain. Mais faire le pont entre le verbal et le non-verbal, c'est ça qui est important, mais c'est le non-verbal, finalement, le corps, le body language qui parle en premier. Puis oui, je viens peut-être de comprendre ta question. C'est que l'autre chose, c'est que notre corps, non seulement reflète notre état intérieur, mais il va le refléter avant qu'on puisse avoir conscience de peu importe ce qu'on vit. C'est-à-dire que si je me sens triste, l'instant où vous allez vous sentir triste, ça fait déjà un moment que votre corps, lui, envoie ce signal-là. Votre corps le vit avant de pouvoir en avoir conscience. Ça, c'est assez hallucinant parce que ça apporte le concept du corsept, c'est-à-dire que l'interlocuteur qui est formé, qui vous observe, qui interagit avec vous, qui est formé au body language, c'est-à-dire qu'il y a des informations sur vous avant que vous puissiez en avoir conscience vous-même. Ça, c'est assez hallucinant. Et ça, quand on se sert de façon bienveillante de ça, c'est fou ce qu'on peut faire avec nos relations. Je sais pas si j'ai répondu correctement, Lynn, mais c'est ce que j'avais à dire. Julie Christine, bonjour Julie. Christine. À quel point la synergologie est-elle appuyée empiriquement? Ça m'intéresse. Julie, si tu veux, là, ça, on pourrait se parler de ça en privé. J'ai déjà pensé faire un webinaire exclusivement sur la scientificité de la synergologie, mais c'est tellement complexe. Et pour vrai, c'est un peu endormant comme sujet de discussion. Je sais que moi, toi, on triple là-dessus. Luc Lapointe qui nous écoute, qui a un PhD en recherche scientifique aussi, très près, mais c'est pas le cas de tout le monde, donc c'est sûr que je peux pas trop élaborer là-dessus. Mais c'est solidement appuyé, surtout empiriquement, justement. Mais il y a une scientificité derrière la synergologie, là, peu importe ce qu'on en dit. Elle n'est pas, à ce jour, reconnue par la communauté scientifique, pas encore, c'est en processus, comme la psychologie a passé par là aussi. Mais en aucun cas, c'est une pseudo-science, même s'il y a quelques personnes qui disent ça. Faut pas croire ça parce qu'il y a une méthodologie scientifique derrière ça. Puis ça, c'est un état de fait. Donc, c'est quelque chose qui est démenti depuis quand même plusieurs années. Mais Julie-Christine, contacte-moi en privé, ça me ferait plaisir de parler de ça avec toi, quitte à peut-être inclure quelques autres personnes pour en parler. Belle question. On a déjà fait le tour, François? Oui, ça fait le tour pour aujourd'hui. À moins que j'en ai manqué, mais je pense que j'ai bien regardé, à moins que quelqu'un, dans les prochaines 30 secondes, en mette une autre. Mais on est aussi rendu à la fin de l'émission, comme tu voulais. Oui, on a toujours dit que c'était 30 minutes, maximum 45 si ça s'étirait. Puis je vais attendre de voir s'il n'y a pas d'autres questions qui rentrent. Ça va me faire plaisir d'y répondre s'il y en a d'autres qui rentrent. Sinon, on est vraiment dans les temps. Toutes les fois, ça fait un petit 43-44 minutes. Donc, justement, les personnes qui sont intéressées par ça, parce que là, je vois des gens là, comme Chantal qui disent qu'ils sont intéressés. S'il y a des gens qui sont intéressés par avoir un truc qui serait en lien avec la scientificité, la méthodologie de la synergologie, écrivez-le, et on va se contacter en privé pour ça. Sinon, ben, j'aimerais vous dire déjà un gros merci d'avoir été là encore une fois. On est arrivé au 3e live sur 4. Le dernier sera sur la détection du mensonge. Puis il sera évidemment dans 3 semaines, un mardi midi dans 3 semaines. Sinon, là, je vois Lynn qui dit Marc Nadeau, que la dilatation des pupilles, ben Marc, tu as tout à fait raison. Ce qu'on dit, c'est que quand les pupilles sont dilatées, là, on parle pas on exclut les exogènes, les drogues, puis tous les effets qui peuvent être liés à ça. Là. Mais quand la pupille se dilate momentanément chez un individu, excluant aussi les situations d'adrénaline, c'est souvent une émotion forte qui est souvent amoureuse. Mais moi, j'enseigne pas ça parce que c'est beaucoup trop subtil, puis je trouve que c'est commencer à mesurer la pupille de quelqu'un, là, je trouve que c'est un peu vouloir tuer une mouche avec un bazooka. Il y a des indices qui sont tellement plus facilement repérables que ça, dont la manière de s'asseoir sur une chaise. On a parlé tantôt de la position du buste. Le buste, là, c'est le corps en entier qui bouge. Ça se repère de l'autre côté de la rue. Donc, de mesurer la pupille de quelqu'un avec un vernis, là, je trouve ça hard un peu pour avoir des informations. Il y a tellement plus de trucs que ça, d'infos que ça, en dehors de ça. Bonne question, c'est vrai, mais moi, ça m'importe un peu pour l'info que ça apporte, alors qu'on peut aller la chercher ailleurs. Sinon, j'avais vu Lynn, qu'est-ce que Lynn avait écrit?
Tu offres une formation pour mieux comprendre nos clients sur Zoom, il me semble. Ah oui, Lynn, tu as tout à fait raison. En fait, c'est une conférence. Une conférence qui est vraiment liée, qui fait le pont entre le langage corporel et le télétravail. Elle est de la durée que les gens veulent, mais c'est entre 30 et 90 minutes actuellement. Puis oui, c'est vraiment un sujet de conférence que j'ai. Sinon, ben, c'est des trucs qui sont vus dans mes formations hors conférence. Sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, François, on pourra prendre congé. Puis pour les gens qui sont arrivés sur le tard, il y aura la rediffusion. Puis on se voit dans 3 semaines pour la détection du mensonge, qui sera aussi un sujet assez prisé, je pense. Est-ce que François, tu as un petit mot de la fin? Merci encore une fois, Manuel. C'était très intéressant. À dans 3 semaines. Ça me fait plaisir. Il n'y a rien d'autre à dire de plus. Moi, ça m'a fait plaisir. Ça me fait plaisir d'informer les gens. Puis on se voit dans 3 semaines. Donc, merci à tout le monde. Merci à François et à bientôt.